Bon, Marc, le fameux débat. Est-ce que the name of the game is pitching? Mais, tu sais, un point, c'est un point. Qu'il soit à l'attaque ou en défense. Ben, écoute, Alain, c'est sûr que le lanceur prend beaucoup de place dans un match de balle. Parce qu'un lanceur, c'est lui qui a la balle. Au jeu! Deuxième prise! Compte complet! Le balado Côte complet est présenté par Don Match à Boucherville et au Saguenay, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles, fier partenaire de votre passion. Et par les capitales de Québec. C'est plus qu'accessible, c'est plus que du baseball. Voici vos animateurs, Alain Huseau et Marc Griffin. Bienvenue à Compte complet, notre balado hebdomadaire sur ce qui se passe dans le monde du baseball, débat également inclus à certaines occasions. Aujourd'hui, dans ce qui nous attend à Compte complet, on va parler évidemment de la semaine des Blue Jays de Toronto, une semaine en montagne russe, 4 victoires, 2 défaites, les deux équipes de New York qui en arrachent, des nouveaux venus qui visiblement n'aiment pas l'eau de New York ou l'air, dépendant. Ensuite, on va parler des Brewers de Milwaukee. Ce qu'ils font depuis, en fait, 2 mois est tout simplement remarquable. Comment est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas beaucoup bougé à la date limite de transaction. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des acquisitions judicieuses depuis ce temps-là. On va parler des Red Sox de Boston. Une équipe, est-ce qu'il y avait vraiment des attentes? Craig Breslow qui est en train de faire mentir à peu près tout le monde. On va parler aussi d'une page d'histoire qui s'est tournée au cours de la fin de semaine. Jen Powell qui est devenue la première femme à être arbitre dans un match du baseball majeur. Et on aura un débat. J'ai bien hâte. Est-ce que the name of the game is pitching? C'est encore vrai. Ça fait plus de 100 ans que le baseball existe. Ça fait plus de 100 ans qu'on entend cette expression. Donc, on aura une petite réflexion sur, sur ce slogan là, qui a marqué, comme je le disais, le monde du baseball. Tout de suite, on commence avec les Blue Jays de Toronto. Marc, écoute, c'est en 2 temps. C'est une série historique contre les Rockies du Colorado. On a pu s'apercevoir que les Rockies, écoute, c'est à peine indigne d'une équipe du baseball majeur, mais ça, on l'a déjà mentionné. Ça n'arrêtera pas là-dessus très, très longtemps. Puis une série contre les Dodgers de Los Angeles, à mon avis, qui a exposé un peu les Blue Jays. Oui, absolument, mais qui a aussi fait en sorte qu'on réalise que les Jays, malgré qu'ils ont tout fait pour perdre le match numéro 3, ont réussi à le gagner. Donc, à quelque part, il y a quelque chose d'intéressant dans ce match numéro 3-là. Puis, Alain, c'est drôle, hein? Après la série contre les Rockies, où, écoute, je veux dire, tu l'as dit, là, ça a été un désastre total pour Colorado alors que tout fonctionnait pour les Jays. Je m'attendais, moi, à le baseball, on dirait les dieux du baseball. Là, lorsque tu as une série où tu marques tous ces points-là, tu sais, 10, 15, 20 points par match, c'est comme si c'est sûr que ça allait être un peu plus difficile en attaque. Tu comprends? Il n'y a pas de momentum au baseball. Tu comprends? Le momentum va aussi loin que le lanceur partant adverse ou ton lanceur partant après. D'où notre débat tantôt un peu plus tard. Tout ça pour dire que c'est vraiment... selon moi, une situation, par contre, dans le match numéro 3, qui fait en sorte que les Blue Jays, je pense, vont réussir à faire les séries, selon moi, parce que on trouve le moyen. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu dans le match, dans le dernier match face aux Dodgers, dans la victoire, parce qu'on a rebondi, parce qu'on a montré du caractère, et ça, c'est malgré que Jeff Hoffman a tout fait pour que ça ne fonctionne pas. Écoute, Alain, il a accordé 5 buts sur balle. C'est la première fois depuis 1901 qu'un lanceur accorde, un lanceur accorde 5 buts sur balle en moins d'une manche de travail et remporte le match. Alors, ça sera pour un autre débat éventuel, Alain, sur, est-ce qu'on décerne la victoire à un gars comme ça? Pour les marqueurs officiels, on verra plus tard. Mais ça reste que on expose des jeunes. Tu sais, moi, rappelle-toi la semaine dernière ou il y a 2 semaines, on disait ça va super bien pour les Blue Jays. On espère que les jeunes ne craqueront pas parce que c'est pas facile rendu au mois d'août, puis surtout pas en septembre.
Et écoute, on maintient quand même un certain rythme. Tu l'as dit, c'est un voyage de 4-2, là, alors qu'on Ouais. retourne à domicile. Alors, il y a des choses. La grande question, c'est est-ce que Jeff Hoffman sera encore le releveur numéro 1 lors du prochain, en fait, le prochain séjour à domicile, un séjour de 6 rencontres là, des Blue Jays qui va s'amorcer mardi, là. Écoute, Marc, j'ai quelques chiffres que j'ai sortis ce matin que ça m'intriguait, moi, hier. Tu sais que je porte énormément d'attention à la statistique, le win probability added. Je peux dire qu'hier, Jeff Hoffman, je ne sais pas si c'est un record, là, mais à moins 0.55, tu ne gagnes pas un match quand tu es un lanceur. Tu sais, tu as diminué ta probabilité de gagner de 56% à toi seul en un tiers de manche. Tu sais, Fluharty a tout reviré sur le côté. Évidemment, si lui a baissé ça de 56, tu comprends que l'autre il a augmenté ça d'autant pour pouvoir remporter le match. Ça fait que, tu gagnes pas de match comme ça. C'est exceptionnel la victoire qui a été donnée à Jeff Hoffman, parce que c'est lui qui l'a eu, mais Fluharty lui en a profité pour récolter son premier sauvetage. Moi, ce qui m'a frappé au cours de cette semaine, Marc, je regardais la formation offensive des Blue Jays. Honnêtement, ça fait pas peur, là. Je veux dire, tu sais, puis je le mentionnais pendant la bande séquence, tu frapperas pas 3,75 avec des coureurs en position de marquer pendant une longue période. Moi, c'est ça qui était mon point, puis je regardais, tu sais, on a réussi à gagner, on a affronté le Colorado, c'est correct, on a gagné de peine et de misère contre les Rangers, contre les Dodgers le dernier match, mais je trouve ça fragile quand je regarde la formation offensive des Blue Jays. C'est sûr que l'absence de Springer se fait sentir à ce niveau-là. Springer était vraiment celui qui a parti de balle là, du côté de l'attaque là, des Blue Jays. Mais Alain, on va donner quand même aux Blue Jays, c'est que leur approche au bâton, on est pas mal moins retiré sur des prises cette année. Là, avec le retour de Varsho puis l'ajout de Ty France, il y a quelques retraits sur des prises qui s'ajoutent. Mais il y a aussi un peu de puissance qui s'ajoute. Alors, mais ce qui fonctionne bien pour les Blue Jays, Alain, c'est qu'on met la balle en jeu. On met des balles en jeu, on force la défense adverse à faire les jeux. Ça, c'était un grand succès des Blue Jays cette année. Fait que met des balles en jeu. Le ratio du fameux baseball de situation est nettement meilleur que par les années passées. Fait que ça, je trouve ça quand même, il y a des points intéressants. OK, on fera peut-être pas la balle ou on frappera peut-être pas la balle avec autant d'aisance avec des coureurs en position de marquer, mais en mettant la balle en jeu, on peut créer des chances de marquer qui vont être intéressants. Mais pour revenir à Jeff Hoffman rapidement, Alain, bon. Tu sais, John Schneider a été, selon moi, quand même très solide cette année. Je veux dire, on l'a critiqué beaucoup par les années passées. Il avait pris des, tu sais, lui, il s'est dit, moi, j'amène mon meilleur. Puis si je perds avec mon meilleur. Je comprends ça absolument. Ma question, par contre, c'est que, bon, tu le sais, il y a beaucoup de décisions qui sont prises avant le match, mais il y en a plusieurs qui sont prises en raison de ce qui se passe devant nos yeux. Tu voyais qu'Hoffman ne l'avait pas. C'était assez évident là, après 2-3 frappeurs. Pourquoi qu'on a étiré tant que ça Hoffman, sachant qu'aujourd'hui, puis ça se peut là qu'un lanceur aujourd'hui là, il l'a pas là. C'est là que je trouve qu'il faut être juste un peu prudent parce que c'était une victoire importante, même tu vas me dire que c'est le milieu du mois d'août, là, mais c'est une victoire importante compte tenu du fait qu'on avait perdu les 2 premiers matchs, on voulait sortir de là avec une victoire, on voulait tout faire pour la gagner. Je sais pas, j'aurais, tu sais, je veux dire, on le voyait tous, on était tous témoins là, qu'Hoffman, il était pas capable. Alors, je trouve qu'on l'a étiré un petit peu en se disant, tu sais, la belle pensée, ben là, il va se reprendre. Il était pris dans quelque chose qui allait pas s'en sortir, puis ça a fait écouter le match aux Blue Jays de Toronto. Oui, effectivement. Bon, Marc, on va parler des 2 clubs de New York. Ça va pas bien, ni d'un côté ni de l'autre. Les nouvelles acquisitions, je veux dire que ça fait patate. Je pense autant, Marc, les lanceurs qu'on a acquis, que ce soit Helsley avec les Mets, que ce soit, si on parle du principal releveur qu'on a acquis, c'est Doval, les joueurs de position, mais ça, Marc, on l'avait averti, les joueurs de position en attaque, il ne faut pas s'attendre à des miracles là, de la part de McMahon puis de la part de Mullins. Ces gars-là ont passé leur carrière dans des environnements propices à l'attaque, puis là, tu changes d'environnement. C'est un peu ironique, tu vas me dire qu'un frappeur gaucher arrive au Yankee Stadium puis qu'il est défavorisé. C'est ce qui arrive quand je suis au Colorado. Donc, il ne fallait pas s'attendre à des miracles de ce côté-là. Mais Marc,
le fameux danger. Est-ce que Doval, éventuellement, va se replomber? Jouer à New York, c'est pas la même chose que jouer ailleurs. Non, et là, les deux équipes sont pris là, dans un... écoute, les Mets, c'est 7 défaites de suite. Alain, c'est 11 des 12 dernières... c'est 11 défaites dans les 12 derniers matchs. C'est un peu mieux du côté des Yankees, mais pas tant. Là, tu as une combinaison où ça frappe pas du tout. Du côté des Yankees, par exemple. Et lorsqu'on se met à frapper, ben c'est là que les lanceurs l'échappent. Là. Je pense à une défaite de 13-12. Rappelle-toi, cette défaite de 13-12, Ouais. alors que l'attaque a finalement produit contre les Marlins. Puis là, pouf, tout s'était écroulé. C'était justement le premier match là, après la date limite des transactions. Puis là, on l'avait vraiment échappé là, du côté des Yankees de New York. Et Aaron Boone se fait encore mettre dehors. Il y a de la frustration. Là. C'est clair qu'il y a de la frustration, mais Judge est revenu. Ça n'a pas nécessairement aidé l'attaque. On est amorphe. C'est tout le monde, Alain. C'est pas juste là, un aspect du jeu. Les Mets, là, c'est pire. Lindor c'est tombé dans un passage à vide, semblait vouloir se reprendre, mais là, c'est tout le monde en même temps. Là, et tu perds des matchs que tu devrais gagner. À ce stade-ci, Alain, on est en train de se creuser un trou là, des deux côtés. Il reste assez de temps pour se reprendre, mais quel genre de coup de fouet on aura besoin pour raplomber tout ça? Tu sais, je regarde la fiche des Yankees. On a perdu notre série face aux Astros. On a perdu la série face aux Rangers du Texas. Ouais. Ce sont des bons tests. On avait perdu notre série, balayé en fait par les Marlins. Bon, on a gagné notre série face aux Rays. Les Rays qui vont d'ailleurs pas très bien, mais avant ça, on avait perdu notre série face aux Phillies de Philadelphie. On avait perdu la série face aux Blue Jays de Toronto. Tu sais, ça commence à faire, là, on est rendu là, au mois de juillet, puis on perd des séries alors que, tu sais, je veux dire, on est en mode rattrapage. Là, il faut rattraper deux équipes en tête de la division. Puis là, ben, on se fait chauffer le derrière pas à peu près pour faire les séries, alors que les Guardians se sont mis à jouer du bon baseball. Alors, ce qui est dangereux, c'est quand ça va bien à New York, ça va bien, OK? Tout le monde est derrière toi. Mais lorsque ça va pas bien, là, puis là, tu as les deux équipes, Alain, qui vont pas bien. Hey, je vais te dire, là, les pages sportives là, à New York, là, ça se lâche lousse là, présentement. C'est pas joyeux là, de jouer pour l'équipe de New York actuellement. Là. Les Yankees marquent, tout juste avant la pause du match des étoiles, on avait perdu les deux derniers, mais avant ça, on était 12 matchs au-dessus de 500. On est 6 au-dessus de 500. Ça veut dire que depuis, autrement dit, on est 6 matchs en bas de 500. Là. Et ça fait près d'un mois de ça. C'est quand même un échantillon qui commence à être long. Puis Marc, je vais revenir. Tu en as parlé hier, là, le fait que Rodon et Fried ne lancent pas au même niveau qu'on lançait en première moitié de saison, ça fait très, très mal aux Yankees. Ben, ça fait mal aux Yankees. Est-ce qu'il lance... Bon, c'est drôle, hein, parce qu'il dominait tellement au cours de la première tranche du calendrier. Tu sais, tu te demandes, est-ce que ça a comme un peu... Tu sais, exposé, pas exposé, mais ça fait en sorte que les Yankees avaient une fiche, bon, supérieure peut-être qu'aux attentes au départ, compte tenu du rendement de ces deux gars-là, entre autres choses, parce que rappelle-toi, c'était la perte de Garrett Cole, puis est-ce que Stanton allait revenir, puis il y avait beaucoup de si, alors que Rodon et Fried écoute, ils étaient intouchables. Là. Et là, ben, sont moins bons, sont pas mal moins bons, en fait, là, parce que c'est pas juste qu'ils donnent un peu plus de points. Là. Dans le cas de Fried, là, c'est une coupe de départ de 4 points et plus. Les gars sont humains. Victoire, défaite, on le sait, Alain, c'est une statistique pour un lanceur. Bon, c'est une statistique d'équipe pratiquement là, pour un lanceur, mais regarde, je veux dire, il y a personne qui protège Aaron Judge dans cette équipe-là. On pensait que Stanton allait reprendre. C'est pas mauvais, mais c'est loin d'être la protection. Wells frappe plus du tout. Les gars en position de marquer, tu as l'impression que Wells en laisse une tonne sur les sentiers. Volpe, c'est pas guère mieux. Puis, tu sais, Alain, le danger dans tout ça, Alain, c'est lorsque la frustration s'installe. Dans le sens que là, le trou est vraiment creux et c'est pas facile de s'en sortir. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer, Alain, mais chose certaine, l'avance que les Blue Jays et même les Red Sox se donnent dans la division Est de l'américaine, ben c'est ça de gagner pour l'instant. Alors,
ça va prendre tout un revirement de situation. Oui, puis j'ai ajouté une chose sur les Yankees, Marc. Est-ce que c'était pas utopique de penser que Judge était pour frapper pour 1200 de MPP toute la saison? Là? Je veux dire, sa moyenne sur les balles en jeu était irréelle. Là. C'était des statistiques de jeux vidéo. Je pensais pas. Moi, j'ai jamais cru qu'il était pas capable de soutenir ça pendant une saison complète, compte tenu de son profil de joueur. Je ne dis pas que c'est un mauvais joueur, il fait partie de l'élite. Et on pourrait même avoir un débat si c'est le meilleur. Il fait partie assurément des 3 meilleurs frappeurs cette année dans le baseball majeur, mais je te dis, compte tenu des balles en jeu qu'il a, d'avoir une moyenne semblable, juste la moyenne au bâton, Marc. Ouais. Moi, à un moment donné, tu as une régression normale, je pense, qui devait s'appliquer dans le cas d'Aaron Judge. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est sûr, on ne peut pas maintenir ça. Puis, tu sais, Alain, moi, je me rappelle en début de saison, je n'avais pas placé les Yankees en tête et pour la raison suivante qu'il y avait, tu sais, tantôt, je l'ai mentionné, il y avait beaucoup de si. Tu sais, quel genre de Bellinger va se présenter? Puis, il y a une bonne saison, là, mais tu sais, quel genre de. Bon, on parlait de l'absence de Cole, l'absence de Stanton, qu'est-ce qu'on allait faire avec DJ LeMahieu à l'époque? Est-ce que Chisholm va jouer au 2, au 3? On ne savait pas trop. Dominguez, première fois qu'il va vraiment jouer de façon régulière. Qu'est-ce que ça va donner? Goldschmidt, est-ce que tu étais vendu à Goldschmidt de dominer au premier but, en tout cas d'être un. Ouais. Il y avait quand même pas mal de points d'interrogation. On ne pouvait pas dire là, d'entrée de jeu que les Yankees allaient dominer carrément la division Est, même si ce sont les Yankees. Et évidemment, la perte de Gill, la perte de quelques lanceurs partants aussi. Dans le fond, ce que j'essaie de dire, c'est est-ce que dans le fond, on avait peut-être surévalué le début de saison des Yankees au point où ils allaient dominer justement toute la saison, ou ce que l'on voit, la fiche actuelle, est probablement ce que représente l'équipe? Oui, peut-être. Effectivement, sur le long terme, Marc, ça s'égalise, ce genre de choses-là. Puis regarde, chez les Yankees de New York, je pense qu'il y a certains trucs. Moi, je pense que Dominguez devrait jouer tous les jours. Ça c'est une chose, au point où on en est. Puis deux, le poste de receveur, Marc, quand Ben Rice est derrière le marbre, j'aurais pu comprendre un peu plus qu'il était frappeur droitier, mais écoute, il est gaucher. Ça veut dire que la confiance envers Austin Wells, m'excuse là, mais elle commence à être basse pas mal. Là. Je pense en dit long. Mais comme j'ai mentionné, il laisse une tonne de coureurs sur les sentiers, exact. Alain. À un moment donné, là, c'est que ça devient lourd. Là. Exact. C'est le temps de la question de la semaine présentée par Sylmar Autoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voiture et de camions classiques et antiques. Je vous invite à consulter le www.sylmar.ca. On vient de parler des 2 clubs de New York. Ils sont très suivis, on le sait. Lequel de ces deux clubs, dis-je, de New York, lequel des deux est le plus dans le trouble? C'est pas compliqué. Laissez-vous aller. On attend vos commentaires. Vous pouvez aller sur notre page Facebook, facebook.com/compte-complet-balado ou directement sur notre site internet, compte-complet.com. Amateur de baseball, viens vivre l'expérience des capitales au Stade Canac. Du baseball professionnel, une ambiance électrique, le tout dans un stade de baseball mythique au cœur de Québec. Billets sur capitaledequebec.com. Alain, c'est le moment de souligner nos partenaires de cet excellent balado compte complet. Plan de match, évidemment, qui est avec nous depuis le début. Plan de match, la boutique de baseball, entre autres, et à Boucherville et à Jonquière au Saguenay. Et évidemment, cage de frappeurs à Boucherville. Il y a des cours privés. Boutique en ligne, boutiqueplandematch.com, on peut commander. Et évidemment, je sais que là, la saison achève, mais c'est justement le temps de s'équiper déjà pour l'année prochaine. Alors, on remercie Plan de Match. Et évidemment, les capitales de Québec, c'est toujours une occasion en or d'aller voir du très, très bon baseball professionnel au Québec. Eh bien, aller aux capitales avec leur fameuse terrasse. Ils vont bien, c'est pas toujours facile, hein, mais c'est presque guichet fermé. Alors, si vous voulez aller voir les capitales, prenez-vous tôt. C'est un excellent spectacle. Et évidemment, si vous voulez avoir plus de détails sur nos partenaires et comment nous regarder ou nous écouter, visitez notre site internet www.comptecomplet.com. Les Brewers de Milwaukee, mon cher Marc, ils n'ont pas bougé beaucoup à la date limite de transaction. Est-ce qu'ils en avaient vraiment besoin? C'est la meilleure équipe dans le baseball majeur actuellement. C'est pas compliqué. On a balayé de très, très bonnes équipes au cours des 3 dernières semaines. C'est un train qui ne semble pas vouloir s'arrêter, peu importe ce qu'il y a sur son passage.
il y a différents acteurs, Marc, qui étaient inattendus, qui contribuent à cette équipe-là. Moi, je mets l'accent sur les lanceurs partants. Tu as ton as, Freddy Peralta, qui s'est conduit comme tel. Pas compliqué, là. Tu as besoin de ça. Ben, Freddy Peralta mène la Ligue nationale pour le nombre de victoires. Tu vas me dire que c'est plus ou moins important. Puis, bon, dans un certain contexte, c'est vrai. Mais là, tu l'as ton as. Tu te rappelles quand on avait Woodruff, on avait Burns, on avait Peralta. Peralta était un petit peu dans l'ombre de ces trois-là. Ben là, on lui donne la chance d'être numéro 1, puis il s'est emparé de ses responsabilités, Marc. Quelquefois, il y en a, tu sais, qui est mieux être dans l'ombre. Ben, Peralta l'a saisi, sa chance. Puis, on a fait de judicieuses, Marc, acquisitions comme lanceur partant. Je pense à Quinn Priester qui a fait quelques équipes. Puis, Marc, c'est quelqu'un qui avait un potentiel, mais qui a changé de formation pour toutes sortes de raisons. Puis là, mais les Brewers, regarde, on va le garder nous autres. Là. On a réussi ça sans notre meilleur partant l'année passée, qui avait été Tobias Myers, qui fait juste recommencer à contribuer au sein de l'équipe. C'est remarquable ce que les Brewers ont fait. Absolument. Puis tu pourrais ajouter José Quintana, qui a fait plusieurs équipes, puis il est rendu quoi à 9 victoires. Puis là, tu as Woodruff qui revient, qui a déjà 4 victoires. On a essayé, rappelle-toi, le jeune Mezerowski qui est malheureusement blessé, mais qui a eu un impact quand même immédiat. On donne pas assez de crédit. On parle beaucoup des Rays de Tampa Bay dans les dernières années pour cause, parce que on n'a pas les moyens, puis on développe, puis on trouve, puis les lanceurs qui arrivent là-bas, tu as l'impression qu'ils sont toujours un peu meilleurs, puis transige avec les Rays, tu es un peu nerveux, puis tu as l'impression... Mais est-ce qu'on peut ajouter ça aux Brewers de Milwaukee maintenant, Alain? Je veux dire, tout ce qu'ils touchent fonctionne. Un joueur qui se retrouve là, un joueur qui allait nulle part, qui se retrouve avec les Brewers soudainement, devient le joueur auquel on s'attendait. Il y a un paquet de facteurs. Alors, premièrement, bravo à Pat Murphy. On en parle lorsqu'on parle des Brewers, mais moi, là, d'instaurer cette attitude-là de gagnant, là, ça part avec le gérant. Puis après ça, ce sont les vétérans qui embarquent. Puis après ça, mais là, tout le monde a embarqué dans le processus. Écoute, tu as parlé, là, c'est 3 balayages de suite des Brewers contre de bonnes équipes. Le différentiel, il est au-dessus de tout le monde dans le baseball. C'est la machine de baseball actuellement dans tout le baseball majeur, là, pas juste dans la Ligue nationale. Ouais. Et tu sais, bon, on va parler d'Andrew Vaughn. Tu sais, tu as parlé d'acquisition. On n'a pas bougé tant que ça. On avait bougé un petit peu avant. Ouais. C'est pas la quantité, Alain, de transactions que tu fais, c'est souvent la qualité, puis parfois sous les radars. Là, soudainement, Rhys Hoskins se blesse, on cherchait quelqu'un, on transige avec les White Sox, puis là, Vaughn devient le joueur, mon Dieu, auquel les White Sox rêvaient peut-être, là, mais je veux dire, il y a quelque chose de spécial. Le stade est plein, l'ambiance est électrisante. On semble pas être capable de perdre. Écoute, on revient dans la série contre les Mets, on est revenu de l'arrière, là, puis pas par un seul ou 2 points. Là. On venait de l'arrière alors qu'on tirait par 4 ou 5 points derrière. Donc, c'est beau à voir. Je trouve ça fantastique. Puis pas juste Pat Murphy, mais tout le personnel d'entraîneur là, soutiennent vraiment cette gang-là présentement. Puis je veux dire, je vois pas comment tout ça peut s'écrouler, Alain. C'est la surprise, on va se dire. Là, moi, je voyais mais pas ça du tout du côté des Brewers de Milwaukee. Bravo, bravo, bravo. Là, c'est la belle surprise cette année dans le baseball. Il y a quelques surprises, Marc. Isaac Collins, qui s'est élevé parmi les candidats au titre de recrue de l'année, Marc. Ouais. C'est un gars de 27 ans. C'est un gars de 27 ans qui avait été repêché par les Rockies du Colorado et qu'il y a 3 ans, on a vendu, tout simplement, aux Brewers de Milwaukee. C'est un gars qui arrive du Nord, c'est un gars du Minnesota. Puis, regarde, c'est un choix tardif. Il n'a jamais joué avec les Rockies, mais les Brewers, l'année passée, s'est trempé de pied dans le baseball majeur. Puis cette année, Marc, regarde, il y a eu de gros coups sûrs avec les Brewers. Il se rend sur les buts. C'est une moyenne de présence sur les buts de près de 400, MPP au-dessus de 800. Tu as parlé d'Andrew Vaughn, qui a plus de points produits que de matchs joués depuis qu'il est arrivé avec les Brewers. Puis ça, sans la contribution optimale de Chourio. Puis je pourrais même ajouter Yelich à première vue, mais c'est pas un MPP qui est impressionnant. Là, c'est en bas de 800. Tout le monde met l'épaule à la roue. Ajoute la perte d'Adamez. En plus. Qui mène le war chez les joueurs de position, Alain, c'est Bryce Terang. Exact.
Fait que, Exact. tu vois là que en fait, on n'a pas la grande vedette dans cette équipe-là. C'est pas on regarde un joueur puis on le suit, c'est tout le monde. Tu sais, puis tu l'as dit, Yelich connaît une saison correcte, mais tu sais, c'est pas le Yelich des beaux jours. Mais tu sais, Ouais. tout le monde, tu sais, que lorsqu'on dit là, passe le bâton au prochain, mets le balle en jeu, fais des si, fais marquer, on joue le vrai baseball. C'est ça qu'on fait du côté des Brewers de Milwaukee. On lance bien. Ça stabilise tout le monde. Et là, après ça, ben, tu es en mesure de produire suffisamment en attaque. Tu joues très bien défensivement. Turang, pas pour rien qu'il mène pour le WAR. Ben C'est pas oui. parce qu'il est en train de virer à l'envers. Ouais. Son MPP est à 7,43. Exact. Mais je veux dire, il faut tout compter les jeux qu'on fait en défense, Alain. On empêche l'équipe de marquer l'équipe adverse. Belle histoire. Belle histoire. Puis c'est ça. Moi, on a vanté longtemps les Rays, comme j'ai mentionné, mais là, s'il vous plaît, regardez Ouais. et regardons ce qui se passe avec les Brewers de Milwaukee. Puis lorsque tu arrives à Milwaukee, tu as l'impression OK, parfait. Puis on a un peu le couteau entre les dents, hein. Puis la série contre les Mets, on l'a vu, hein. Rappelle-toi là, les séries, les éliminatoires d'année passée. Oui, oh que oui. Hein, donc, on s'en rappelle. Alors, moi, j'ai l'impression que là, cette année, là, on ne vivra pas les mêmes choses avec les Brewers. Et je vais terminer, Marc, en attaque statistique, malheureusement mésestimée encore aujourd'hui, 25 ans après Moneyball, qui est deuxième dans la Ligue nationale pour la moyenne de présence sur les buts, ce sont les Brewers de Milwaukee. Un petit point derrière les Dodgers. Tu sais, c'est fatigant quand tu es sur les sentiers tout le temps pour les lanceurs adverses. Absolument. Les Red Sox de Boston, Marc. Moi, la question que j'ai le goût de te poser par rapport aux Red Sox, puis je pourrais même faire le parallèle avec l'utilisation des joueurs des Blue Jays de Toronto. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer une façon de faire à l'attaque? C'est-à-dire que là, on va peut-être davantage utiliser les systèmes d'alternance. On va prioriser des joueurs qui jouent à multiples positions. Marc, ça coûte moins cher avoir la même production de deux gars qui, tu comprends, qui alternent dépendant du lanceur que d'avoir une super vedette qui va te donner un rendement à 850 de MPP. Est-ce que c'est une façon de faire, Marc? Parce que tu as l'impression que c'est ça avec les Red Sox. Là. À un moment donné, Taureau va jouer. L'autre moment donné, c'est Gonzalez. Oups, Hamilton va avoir un départ dépendant qui lance et tout ça. Rafaela va le déplacer. Tu sais, tu as l'impression que chez les Blue Jays, ils ont fait la même chose un peu. Puis financièrement, Marc, comme je te dis, tu ne peux pas accumuler des chiffres qui vont te permettre de gagner 25-30 millions. Puis je me demande si financièrement, on ne s'en va pas vers ça, compte tenu des succès des Red Sox. Ben, écoute, c'est pas fou du tout de penser ainsi, absolument. Puis c'est vrai qu'on n'a pas une formation partante pareille. Tu as toujours un gars qui joue à une autre position. Tu as peut-être Durant qui joue à peu près aux trois positions de voltigeur. Rafaela, c'est encore davantage dans son cas. Donc, tu as raison de penser ainsi. Je suis un peu tannant lorsque je reviens là-dessus parce que les Brewers gagnent, mais il y a des choses qui se calculent pas, Alain. Puis, pas un hasard depuis le départ de Devers que les Red Sox jouent du très, très bon baseball. Mais là, je mets pas tout ça de la faute sur Devers. Je mets ça sur l'esprit d'équipe, la synergie, le goût de gagner, le goût de se parler, le goût de faire les choses correctement. Puis encore plus lorsque tu es jeune. Alors, le fun est pris chez les Red Sox. On a perdu notre série face aux Padres, là. Mais on était dans le coup. On était à un gros coup sûr de revenir dans le match. On a vraiment créé de la pression, surtout dans le dernier match. Puis finalement, on l'a échappé. Mais on était en train d'installer quelque chose de le fun. Je ne sais pas si finalement, c'est l'équipe qui ressemble le plus à Alex Cora. Parce qu'Alex Cora était un peu ce type de joueur, Alain. Hein? Combatif, qui mettait la balle en jeu, qui tirait des buts sur balle. Je ne sais pas si c'est le style qu'il veut adapter avec son équipe, mais d'un gars qui semblait être dans le trouble à un certain moment donné, puis là, tout a changé de bord. Puis c'est pas, encore une fois, c'est pas un joueur qui a mis la main à la pâte, là, c'est un peu tout le monde, mais je sais pas, la seule affaire que tu soulignes, Alain, c'est est-ce qu'à long terme, on peut soutenir ça? Est-ce que tu peux demander un rendement de la sorte à des gars qui jouent pas tous les jours, qui jouent de temps en temps? Je sais pas si ça peut fonctionner pour tout le monde. Mais chose certaine, ça vaut la peine de l'essayer. Et si ça fonctionne, ben on continue. Là. Ça c'est clair. Mais là, la question, c'est est-ce qu'on est capable de soutenir ça pour le dernier droit de la saison régulière?
C'est intéressant, en tout cas, ce qui se passe. Puis, je vais revenir encore sur cette fameuse statistique de moyenne de présence sur début. Les Red Sox sont tannants, sont troisième de la Ligue américaine. Je te laisse deviner qui est premier et par une bonne marge, les Blue Jays de Toronto qui sont premiers. Donc, du côté des Red Sox, dans le fond, ce qui se passe, c'est en train de donner raison à Craig Breslow. Tout le monde s'est moqué de lui quand il a échangé de verse. On va être meilleur sans lui. Regarde, je veux dire, ça fait quoi? Ça fait près de 2 mois que la transaction a été faite, 1 mois et demi, on va dire. Est-ce qu'il savait des choses qu'il ne pouvait pas dire à l'époque? C'est pas impossible. C'est pas impossible, Alain. Puis, tu sais, il y a un canal de communication aussi avec les joueurs et la haute direction. Tu sais, on a nos entrées dans le vestiaire, qu'est-ce qui se passe. Il y a des raisons, là, il y a des gestes qui sont posés qu'on connaît pas toutes les raisons derrière, mais je pense qu'il savait ce qu'il faisait. J'ai l'impression que c'est ça. Il y a une couple de gars là-dedans qui pouvaient dire, hey, tu sais, je sais pas, tu sais, mais chose certaine, tu sais, les Red Sox ont bien répondu à ça. Tu sais, il y a parfois des gestes qui sont posés par une organisation, puis tu te dis, il me semble qu'on aurait eu besoin d'aide ou on aurait pu aller chercher un petit peu plus, on aurait pu faire ça. Tu sais, il y a une réaction globale qui se crée. Et chez les joueurs, ça a été tout autre, dans le sens que ça a été tu sais, c'est que, OK, parfait, le geste a été posé, là, on part, puis on part la machine pour de vrai. Tu comprends, là? Oui. Il y a pas mal de raisons, là, derrière ce départ de Verse qui est pas simplement le fait qu'il avait boudé, pour être le frappeur de choix, puis après ça, il voulait pas jouer au premier but, puis tout ça, puis encore une fois, là, je veux pas taper sur le clou, mais depuis son arrivée avec les Giants, on va très bien là, du côté des Giants de San Francisco. Donc, il y a des choses qu'on savait pas, puis que les Red Sox étaient au courant, puis on a décidé de bouger en ce sens. L'important pour les Red Sox, c'est qu'on a compris le message, puis qu'on est parti vers le haut, puis c'est exactement ce qui s'est produit. Là. Absolument. Les Red Sox en bonne position. Ceci dit, les partants, ça semble se stabiliser un peu. Cora, comme tu le mentionnais, a peut-être une équipe plus à son image maintenant. Puis on a quand même des gros canons qui sont capables de donner de la puissance à cette équipe-là. Yoshida qui semble mieux frapper. Abreu, garde contre les lanceurs droitiers, est extrêmement redoutable. Oui, puis Alain, et Roman Anthony, là, c'est un vrai, là. Je vous le dis, là, c'est ta façon de frapper, là, ce gars-là va mettre des statistiques au tableau très impressionnantes dans les prochaines années. Oui, lui qui vient d'accepter un contrat de plusieurs saisons avec l'équipe. La carte de la semaine, c'est une présentation de cartes-dépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives. Plus de 60 000 articles en vente sur eBay et une cote parfaite de satisfaction à 100%. Aujourd'hui, nous portons notre dévolu sur Roy Campanella, symbole du courage ou Symbol of Courage, c'est de la série Topps 1959, la carte numéro 550. Sa carrière était terminée. Dans le cas de Roy Campanella, un accident de la route qui l'a paralysé jusqu'à la fin de ses jours. C'est l'une des rares cartes d'ailleurs de Campanella. Il y en a d'autres, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est une des celles sur laquelle on le voit en fauteuil roulant et derrière, il y a un essai là, du président de la Ligue nationale, Warren Giles, qui indique que Campanella devrait servir de modèle pour les jeunes. Roy Campanella, Marc, a joué à Montréal une saison complète. C'était en 1947. Il est devenu receveur régulier dans les Ligues des Noirs alors qu'il avait 18 ans. Donc, qui est arrivé dans la Ligue internationale, il y en avait 25, il avait déjà un bagage derrière lui, il a connu une bonne saison. L'année suivante, a commencé dans le 3A à Minneapolis et par la suite se retrouve avec les Dodgers de Brooklyn. 3 fois le joueur le plus utile à son équipe dans la Ligue nationale. 3 fois pour un receveur. Il détient un record, Marc, et je te dis tout de suite que ça va t'impressionner comme statistique. Ce gars-là a retiré 57% des coureurs qui tentaient de voler contre lui au cours de l'ensemble de sa carrière. Incroyable. Les taux de succès étaient plus élevés à l'époque, on le conçoit, mais c'est quand même lui qui en a retiré de plus. C'est pas le plus de coureurs, mais le plus haut pourcentage. On volait beaucoup moins à cette époque-là, faut le dire. Et c'est quand même impressionnant, Marc, comme statistique, d'être capable de retirer, c'est 3 coureurs sur 5 là, que tu retires en tentative de vol. Campanella, il est au temple de la renommée du baseball. Marc a passé sa carrière au complet avec les Dodgers de Brooklyn. Je viens il n'y a pas longtemps, lire sa biographie de Neil Langto, qui est excellente, qui décortique sa carrière, sa vie.
également de fond en comble. C'est un gars qui, disons-le, qui s'est consacré peut-être au détriment de sa famille au baseball. Et comme je le mentionnais, à compter de 15 ans, il a quitté le nid familial pour aller jouer professionnel et à 18, il était régulier. C'est comme ça que ça marchait à l'époque, Marc. C'était une question de survie pour ces gars-là. Et Campanella, en plus, qui a dû vivre le racisme à 2 niveaux. Son père étant blanc dans une communauté noire, ça n'a pas été facile pour lui. Campanella, c'est un nom italien, vous comprendrez. Donc, tu comprends, des couples métissés à l'époque, c'était pas bien vu, ni d'un côté ni de l'autre. Mais ça a été tout un joueur de baseball. Ben, puis écoute, Alain, j'ai eu l'immense privilège de le rencontrer. Moi, à mes premières années au camp d'entraînement des Dodgers, les Dodgers faisaient les choses correctement. Les anciens revenaient faire un tour, agissaient un peu comme entraîneur ou, venaient jaser avec les jeunes. Écoute, regarde, c'est des souvenirs. Une poignée de main de ce gars-là, tu savais qu'il avait travaillé fort dans sa vie, là. Fait que non, vraiment, c'était une grande tristesse d'ailleurs lorsqu'il est décédé. Mais c'est un gars qui représentait, c'était quoi d'être un Dodger. À l'époque, c'est ce que tout le monde nous disait. Ça, c'est un vrai Dodger. Puis là, ben, à la suite de tout ce que tu as dit, là, de ce qu'il a traversé dans sa vie, alors, de très, très beaux souvenirs pour moi, là. Oui, et pour les gens qui écoutent la version audio de ce balado, la carte va apparaître sur notre page Facebook à compter de mardi à midi. Le baseball, c'est plus qu'un divertissement. Après des mois d'inactivité, on veut bouger sur des terrains de balle. Rendez-vous au baseballquebec.com. Débranche tout et on va jouer dehors. Ce sera ton été de baseball. C'est le moment d'encourager les jeunes à la lecture avec les histoires de baseball. Bob, notre ami Bob McDuff de Trois-Rivières, auteur de livres pour enfants avec le thème principal, le baseball. Il y a 4 livres de cette série Baseball Bob, dont celle qui est sortie un peu plus tôt cette année. Baseball Bob et le chant des tournesols. Vous pouvez aller sur le site internet de notre ami Bob au www.baseballbob.ca. Notre profil de la semaine marque Zach Wheeler, qui est un des meilleurs lanceurs de la Ligue nationale depuis quelques saisons, évolue avec les Phillies de Philadelphie depuis 2020. Marc, ça n'a pas été un parcours linéaire, si je peux dire ainsi, dans le cas de Zach Wheeler, choix de première ronde des Giants de San Francisco. C'était en 2009 des écoles secondaires de la Géorgie. Il n'a jamais joué avec les Giants, a été échangé quelques années plus tard aux Mets de New York pour Carlos Beltran. Avec les Mets, Marc, c'est pas là qu'il a trouvé sa place. Qui a été mauvais avec les Mets. Ces 2 dernières années, 2018-2019, tu disais, bon, il a tellement été blessé, a raté plusieurs saisons en raison de maux de bras. Opération Tommy John. Les Phillies ont décidé de lui faire confiance et ça a rapporté, Marc. Il était, depuis son acquisition avec les Phillies de Philadelphie, il a été un des lanceurs les plus constants de tout le baseball majeur. En fait, Marc, si on exclut la saison 2020, qui était sa première, il n'a pas raté un départ cette année-là. Il y a seulement qu'en 2022 qu'il a raté du temps de jeu en raison de blessures. Pour le reste, c'est 30 départs par année et à un niveau très élevé. Et tout ça après l'âge de 30 ans. Oui. C'est là qu'il faut faire attention parfois, hein, les lanceurs. Même un lanceur de puissance, faut-il le dire, c'est à partir de 30. Il avait 31 ans, Alain, à sa saison 2021. Et c'est là qu'il a connu probablement sa meilleure saison et par la suite, ça s'est poursuivi. Alors, lorsqu'on dit que le baseball est à développement tardif, c'est bon pour les lanceurs aussi, même si tu as l'impression que il avait le potentiel. Rappelle-toi, avec les Mets, tout le monde parlait avec les string out, pas les string out, qu'est-ce que je disais? C'est à une autre époque. Mais tu sais, il y avait des lanceurs chez les Mets de New York qui faisaient en sorte que Wheeler faisait partie là, de cet avenir-là du côté des Mets. C'est Matt Harvey, je pense que tu avais dans la tête. Là. Il y en avait plusieurs. Il y en avait plusieurs, oui. Exact. Il y avait DeGrom, Syndergaard. Exact. Alors, tu sais, juste ça, on pensait que les Mets allaient traverser tout le monde. Ça ne fut pas le cas. Puis Wheeler, effectivement, opération de type Tommy John, c'était en 2015. Fait que t'as pris du temps avec ce gars-là, tu sais, revient de l'opération, puis que finalement, à l'âge de 31 ans, devient un lanceur tout à fait dominant. Moi, je trouve que c'est une belle histoire à ce niveau-là, Alain. Ça donne espoir à des gars qui se blessent peut-être, puis qu'ils ont 27, 28, 29 ans,
puis il a un bon physique. Il sait. Faut pas lâcher parce que, dans le fond, la carrière de Wheeler a vraiment débloqué à ce moment-là. Ouais. Il a déjoué tous les pronostics, Marc. Non seulement le fait qu'il ait eu plus de 30 ans, mais les études le démontrent. Tu as été blessé dans le passé, les risques que tu te blesses à nouveau augmentent. Ouais. Et puis Wheeler a été capable d'être constant depuis son arrivée avec les Phillies de Philadelphie. Il a indiqué qu'à la fin de son contrat, ce serait terminé, Marc. Est-ce qu'il va changer d'idée? Il pourrait y avoir une quarantaine de millions de raisons pour lui de rester s'il continue à ce rythme-là. C'est son salaire cette année, 42 millions. C'est un des lanceurs partants les mieux rémunérés dans tout le baseball. Mais Marc, disons-le, il est encore très, très efficace. C'est un gars qui se maintient en forme, ça paraît. Donc, tu t'évites les problèmes, par exemple, aux genoux, parce que tu n'as pas de surplus de poids. Tu sais, Lanston, pas pour rien qu'il avait mal aux jambes en fin de carrière. Tu sais, il se maintient en forme. Puis regarde, ça a rapporté. Puis les Phillies, regarde, ce sont eux qui en récoltent des fruits aujourd'hui. Écoute, mais encore la Ligue nationale, les retraites sur des prises à l'âge de 35 ans. Fait que, ouais. Bon, Marc, le fameux débat. Est-ce que the name of the game is pitching? Moi, je vais me rappeler toujours ce que Donald Fear disait lors des négociations de conventions collectives. Les propriétaires, ça fait 100 ans qu'ils disent la même chose. On perd de l'argent, puis on n'a pas assez de lanceurs. Bon. Du côté, maintenant, the name of the game is pitching. Je voulais qu'on parle de ça, Marc, parce que ça continue, et tu l'as vu à la période de transaction, on courait après les bras. Le prix des partants était peut-être prohibitif, mais pour les releveurs qui lançaient fort, il y avait un marché, on était prêt à payer quand même un certain prix. Moi, je me suis toujours... j'ai toujours été perplexe, et vous avez vu cette expression-là. Pourquoi? Parce que pourquoi est-ce qu'un point accordé qu'on sauve est plus important qu'un point marqué qu'on rate? Tu comprends? Un point, c'est un point qu'on le fasse à l'attaque ou chez des lanceurs. J'ai une raison pour laquelle je pense que cet adage-là continue aujourd'hui. Je vais te laisser te prononcer là-dessus. J'ai une petite raison là-dessus, mais tu sais, un point, c'est un point, qu'il soit à l'attaque ou en défense. Ben, écoute, Alain, c'est sûr que le lanceur prend beaucoup de place dans un match de balle. Parce qu'un lanceur, c'est lui qui a la balle. Il dicte le rythme, il dicte comment ça va aller. Tu sais, s'il lance, regarde Jeff Hoffman, s'il lance un paquet de buts sur balle, on n'en va nulle part. Alors que si tu prends un lanceur dominant, tu sais, il peut changer l'allure d'un match. Fait que les lanceurs prennent beaucoup de place, Alain, mais ça reste que pour moi, tu sais, pour moi, là, il y a 3 aspects au baseball. Il y a les lanceurs, il y a les frappeurs, puis il y a les joueurs en défense. Je parlerai pas de course sur les buts nécessairement, même si c'est très important. Il y a peut-être 3,5, là, mais bon. Ben écoute, moi, je l'engloberais sur l'attaque, moi, Marc. J'engloberais ça là-dedans, mais je comprends ce que tu veux dire. Bon, alors voilà. Alors, puis c'est un bon point de l'englober avec l'attaque. Alors, tout ça pour dire que, tu sais, Alain, c'est sûr que si tu domines au monticule, tes chances de gagner, bon, sont très élevées. Mais si tu domines en attaque aussi, tu sais, je veux dire, alors, et si tu, puis tu sais, regarde les Brewers, là, tu regardes les gars qui ont le meilleur WAR, là, c'est les gars qui jouent la ligne du centre, c'est les gars en défense, c'est les gars, bon. Fait que, le name of the game of pitching, c'est sûr que si tu as 4 partants solides puis tu as 3 releveurs de fin de match qui sont solides, tout le monde va dire c'est eux qui vont probablement gagner bon la série 3-5, 4-7 ou peu importe. Mais moi, je suis pas prêt à aller là. Moi, je ne vais pas là. Surtout dans le baseball moderne. Alors que les frappeurs sont nettement meilleurs qu'ils étaient. Les joueurs en défense sont nettement meilleurs qu'ils étaient. Écoute, aujourd'hui, pour que un roulant perce l'avant-champ, là, bonne chance. Il faut vraiment que tu frappes la balle de plomb. Donc, moi, je pense que le sport a évolué ça prend des bons lanceurs comme ça prend des bons frappeurs. Tu sais, si t'as pas de lanceurs, c'est clair qu'à un moment donné, ça marchera pas. Mais au même titre que si t'as pas de frappeurs, tu vas avoir les meilleurs lanceurs. Si tu marques un point par match, encore 2, tu gagneras pas plus. Donc, tout ça pour dire que moi, là, je divise ça en 3. Si tu es bon dans les 3, peut-être pas les meilleurs, tu vas réussir. Comme le font, par exemple, les Brewers de Milwaukee actuellement. Puis si tu es juste bon dans un des 3 aspects, ben tu passeras pas. Tu passeras pas. Tu sais, tu peux avoir les meilleurs lanceurs, mais si tu n'as pas une bonne défense pour les appuyer, ben tu vas en subir les conséquences. Donc,
moi, je suis pas prêt à dire, je comprends l'expression, mais je suis pas d'accord avec. Oui. Écoute, Marc, tu viens de résumer un peu là où je voulais en venir. Puis, juste pour appuyer sur l'importance du lanceur, effectivement, c'est le gars le plus important sur le terrain. Quand le jeu se déroule, c'est le gars le plus important. D'ailleurs, il y avait eu une étude à un moment donné où on établissait l'importance relative de chacun des aspects. Bon, attaque, 50%, tu marques des points. La défense, et là, la défense, j'inclus ce qu'on appelle le run prevention au baseball. Donc, empêcher l'équipe de marquer, ce qui inclut la défense et le lanceur. Donc, c'est 50-50. Tu sais, marquer les points, puis empêcher d'en marquer. Mais dans le run prevention, dans la façon d'empêcher l'autre équipe de marquer, le lanceur avait, écoute, c'est pas, on parle là, si on parle l'ensemble du match, mais pour l'ensemble du match, c'est 44%, donc tu mets ça, c'est 88% à peu près que le lanceur a d'importance quand tu as la capacité d'empêcher l'autre équipe de marquer. L'autre, 12%, vous dites c'est quoi? Ben, c'est la défense. Tu sais? Et probablement que c'est plus que ça aujourd'hui, Marc, compte tenu de deux choses. Parce que quand l'étude a été faite, c'était dans la Ligue nationale, donc le lanceur frappait. Là, il ne frappe plus. Et il y a plus de retraits sur des prises. Donc, l'importance de la défense a diminué. À mon avis, là, grosso modo, probablement que c'est passé de 88 à 90. La défense a encore sa place. Là. Je te dis juste, ça a augmenté. L'autre chose, c'est qu'au baseball, la particularité, c'est que c'est l'équipe en défense qui a l'objet central. Tu comprends? Au hockey, tu veux l'avoir la rondelle quand tu es le football, tu veux l'avoir le ballon. Ben, c'est ça. L'équipe qui est en défense, qui a l'objet convoité, qui est la balle. Donc, le lanceur a le contrôle. Les équipes aiment ça. Quoi? Ce qui est prévisible. Et ce qui est prévisible, jusqu'à un certain point, puis pas toujours, Marc, tu le sais, je ne peux pas demander au lanceur tout le temps de lancer une rapide ou à la hauteur du genou au coin extérieur à 95. Mais tu as une certaine prévisibilité quant au choix de tir, le nombre. C'est ça sur lequel tu as le contrôle. Et c'est pour ça, Marc, je pense qu'on a accordé une importance peut-être démesurée. Ça, tu viens de le mentionner. Moi, je pense que c'est pour ça qu'on a vraiment mis l'accent sur l'importance des lanceurs. Puis, je pense qu'il y a des arguments en faveur de l'expression. Est-ce qu'on l'a exagéré? Moi, je pense que oui. Cette année, les deux équipes avec les meilleurs moyennes de points mérités, Marc, ça commençait demain matin, ce ne sera pas des séries. Les Rangers du Texas et les Royals de Kansas City. Donc, si tu n'as pas un minimum d'attaque, c'est fort dommage, mais tu ne te rendras pas loin. Non, puis c'est ça. Puis tu sais, je pense que c'est fort intéressant ce que tu mentionnes, là. L'emphase que les lanceurs ont sur un terrain de balle, je pense qu'il n'y a personne qui va argumenter ça. Ouais. Mais ça reste qu'il y a trop d'aspects au baseball qui peuvent dicter autre chose. Alors, mais tu sais, je peux très bien comprendre. Puis tu sais, le fait qu'on n'ait plus de frappeurs de choix, ben là, c'était le fun quand même d'avoir les lanceurs frappés parce que là, tu avais l'athlète complet qui venait, qui tentait d'aider la cause de son équipe par des amortis ou par étant un bon athlète puis frapper. Ça, c'est quelque chose qu'on a perdu. Mais bon, mais toujours est-il que moi, moi, j'étais un joueur de position, tu vas me dire. Fait que, mais j'ai l'impression que c'est une mentalité différente. Quand tu es lanceur, quand tu es joueur de position, tu as des mentalités très, très différentes. Chacun prend son importance, mais ça reste que le baseball se joue sur une grande surface. Puis de pointer un élément seulement, là, ben, je pense qu'on fait défaut à ce niveau-là. Oui, même si, on va l'admettre, le lanceur occupe la plus grande place, la plus importante sur le plan individuel. Évidemment, pour avoir l'équivalent, ça prend 9 joueurs de façon collective à l'attaque. On le comprend. Donc, mais tu sais, ça demeure un sport où collectivement, quelqu'un ne peut pas faire tout seul. Je pense que c'est ce qu'on peut retenir, Marc, du débat qu'on a présentement. Là. Ah, puis surtout que, comme les lanceurs, ben là, tu as à peu près plus de matchs complets. Donc, ça va te prendre 2, 3 lanceurs. Puis tu vas me dire, oui, ça fait partie de l'élimination, mais
ça reste que tu n'as plus la domination d'un lancer, d'un Nolan Ryan de l'époque ou des choses comme ça. Donc, ça a évolué. Puis, ton meilleur frappeur peut pas revenir, tu peux pas le mettre sur 2 trios, là. Ton meilleur frappeur, il frappe 3e, frappe 4e, ben, il attend son tour. Exact. Donc, on va finir en soulignant une page histoire qui s'est tournée en fin de semaine. Jen Powell, première femme à être sur un terrain de baseball comme arbitre dans le baseball majeur. Chapeau. Elle a gagné ses galons, Marc. Il y a des joueurs qui l'ont côtoyé. Je ne sais pas si tu as vu, là, mais il y a quelques images. Il y a quelques joueurs qui l'avaient côtoyé au niveau mineur. Donc, eux n'ont pas fait de cas parce qu'ils étaient habitués. C'est pas compliqué, là. Puis, d'ailleurs, est-ce qu'il faudrait en faire? J'aimerais être à un moment où ce ne serait pas nécessaire d'en parler. Visiblement, il y a des mentalités qui restent à changer encore. Mais regarde, si elle est rendue là, c'est parce qu'elle est capable de faire le travail. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Bon, absolument. Absolument. La seule affaire qui est plate qui s'est déroulée hier, c'est que sur son premier lancer, le tir était nettement, une balle, elle a appelé une prise, mais là, on va mettre ça sur le lot. Écoute, Alain, je sais pas si tu as remarqué, mais lorsqu'elle a quitté le vestiaire des arbitres pour se rendre sur le terrain, les caméras, et tout ça, c'était pas ordinaire. C'était pas là, juste une partie ordinaire. Donc, ça, on va mettre ça sur le lot de la nervosité parce qu'après ça s'est très bien déroulé. Puis absolument, tu sais, la question, c'est qu'est-ce que l'arbitre mérite d'être là? Le reste, tout ce qui se passe après ou autour, ça n'a pas de raison d'être. Alors, bravo, absolument. Moi, je suis très content. On évolue. C'est pas toujours parfait, ça va pas aussi vite qu'on aimerait, mais ça évolue, puis c'est ça qui est important. Absolument. Donc, chapeau. Puis, regarde, si elle est là, c'est parce qu'elle l'a mérité. C'est ça, je pense qu'il faut retenir. L'horaire des matchs de la semaine, c'est une présentation de Lester's, maître du smoke pig et des hot dogs depuis 1931. Toujours en famille, un bon match, un barbecue, un festin. Lester est toujours au rendez-vous disponible chez votre épicier préféré. 3 matchs comme à l'habitude cette semaine, lundi, mercredi, dimanche. Lundi, notez bien l'heure, 20h, les Red Sox de Boston contre les Astros de Houston. Match présenté à RDS 2, tout comme mercredi, où on verra des Yankees de New York contre des jeunes revigorés. Les Twins du Minnesota, il y aura donc quelques jeunes à qui on donne plus d'espace. C'est un match qui va commencer à 19h. On espère que Aaron Boone sera en forme. Un peu stressé, moi, je trouve, de ce temps-là, Marc. Ça lui ferait du bien là, de relaxer un petit brin. Ça ferait du bien à ses joueurs aussi. Et dimanche, on verra l'autre équipe de New York, les Mets, contre les Mariners de Seattle. C'est un match présenté à RDS à 19h. Marc, les Mariners qui sont équipés pour aller loin en série. C'est une redoutable formation. On s'est donné de la profondeur à l'attaque. On a un des meilleurs personnels de partant. Ils reviennent pas mal graduellement de la liste des joueurs blessés. On espère pour les Mets qu'on va être en forme parce que, regarde, ça pourrait être une série qui tourne mal pour les Mets si on n'est pas en forme. Voilà ce qui complète ce balado. Merci à Martin Villeneuve, notre gourou technique qui permet d'abrier tout ça de façon convenable et de nous le présenter sous notre meilleur jour. On espère que vous allez passer une très belle semaine de baseball. C'est le mois d'août. On approche tranquillement du dernier droit. Encore 2 mois avant la fin de la saison. Il reste à peu près une 50aine de matchs. On a 3/4 de la saison de fait ou à peu près. Les choses se décident, mais il reste encore des choses à déterminer. Donc, plein de baseball encore d'ici la fin du mois de septembre. Bonne semaine tout le monde. Balado compte complet vous a été présenté par Plan de Match à Boucherville et au Saguenay, fiers partenaires de votre passion, et par les capitales de Québec. C'est plus qu'accessible, c'est plus que du baseball.